quand t'es une femme, en général, au-delà des insultes et des hates et de manque de crédibilité que tu peux avoir, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes, c'est elles qui sont majoritairement en charge du travail domestique et parental qui est à la maison. C'est clair. Et aujourd'hui, les femmes font 1 heure de plus de tâches ménagères que les hommes chez elles. Elles sont ambitieuses, inspirantes, ce sont les leaders de LinkedIn. Et oui, messieurs, dames, vous avez les grandes, les merveilleuses qu'on ne présente plus. Caro, Juliette et Nina sont avec moi. La grande Nina Ramen, la grande Juliette Cadeau, Caroline Jurado et Caroline Mignot. La crème de la crème, les amis, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, au même endroit, sur les mêmes canapés. C'est épique. Je crois que vous l'avez jamais fait, les filles, non? Non. Non, hein. On l'a jamais fait. C'est votre première. T'as filmé, c'est ça qu'on veut dire. Ou alors filmé, mais vous n'êtes pas au courant que c'est sorti, quoi. C'est ça. Il y a des vidéos qu'on ne connaît pas, peut-être. D'accord. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va en apprendre de belles, grâce à vous, les filles. Est-ce que vous êtes en forme? Bien sûr. Occupée? Top. Super. Bien reposé. Oui, toujours Après une nuit de 16 heures. Vous dormez pas beaucoup en ce moment? Voilà, non. En fait, c'est pas beaucoup dormir, justement, parce que moi, personnellement, je dors beaucoup en ce moment parce que je suis épuisée. Mais ça fait des jours et des jours et des jours que je bosse dans le stress tout le temps. Et c'est donc pas beaucoup de pauses, en fait. Moi, c'est un Attends, truc, pour dormir. le sommeil ces derniers jours, ces derniers mois, je me suis rendu compte qu'il y a, je sais pas, je dirais 6 mois, que j'arrivais à un point qui devenait compliqué en tant qu'entrepreneuse, personnellement, en termes de santé mentale. Et donc, j'ai repris en charge énormément de choses, et notamment mon alimentation. Étape numéro 1. Je bois plus d'alcool, franchement. Et j'en ai jamais vraiment beaucoup bu, mais surtout, les deux, elles disent... voilà. Et la dernière chose aussi, c'est le sommeil. Justement, voici un ballon pour souffler. On va faire un test du test, s'il vous plaît, en régie. On va faire un test urinaire, mesdames. Et une des choses qui a le plus changé ma vie, c'est vraiment de dormir. Le sommeil, c'est un truc de malade. Et une des choses que j'ai acheté pour m'aider dans cette quête, c'est pas ça, parce que ça, je sais que Caroline va en parler après. La petite bague, que fait-elle, à quoi sert-elle? Mais c'est un petit appareil qui s'appelle Dodo, D-O-D-O-W. Original. Voilà, et c'est un appareil qui projette une espèce de petite lumière au plafond et qui vous aide en fait à respirer, et à faire de la cohérence cardiaque. Okay, et donc, ça réduit ton endormissement. Moi, je mettais 1 heure, 1 heure et demie à m'endormir. C'est vrai que je passais un peu de temps sur YouTube et sur les écrans, mais n'éteignez pas cette vidéo quand même. Faites dodo après. Et en fait, dodo, ça m'a vraiment permis de mettre mon temps d'endormissement entre 5 et 15 minutes, ce qui est à peu près ce qu'on devrait avoir, en fait. Moi, mon problème, c'est pas de m'endormir personnellement. Je m'endors très facilement parce que j'ai toujours été... T'es épuisée? En fait, c'est juste que je suis fatiguée là sur le long cours. En fait, le problème, c'est la non-déconnexion. C'est ça mon problème en ce moment. C'est le fait que je bosse tout le temps, tous les jours, etc. Mais par contre, effectivement, le sommeil, on sous-estime énormément. Mais franchement, c'est l'un des plus gros vecteurs de santé aujourd'hui. Et toi, tu as une super hygiène, je trouve. Tu arrives à partir des soirées à 22h30 et à dire il est 22h30, il faut que j'aille pour protéger ton sommeil, même si tu es dans des moments que tu adores. Tu arrives à respecter ça. Je trouve que c'est trop bien. Ouais, j'essaye au maximum de me dire que... je sais qu'en tout cas, moi, j'ai besoin d'1 heure chez moi toute seule. Pour déconnecter. Pour déconnecter et tout avant de pouvoir aller me coucher ou quoi. Du coup, même quand je passe une excellente soirée, même quand on est ensemble en train de papoter et tout, je dis il est 22h30, je me casse. Chez moi pendant 1 heure. Hyper disciplinée. Ouais, je suis hyper disciplinée. Du coup, moi, je suis totalement une amie traumatisée parce que à 22h30, je me dis, je me casse. Je dis, bon, ok, mais ouais, ça, c'est... Moi, je suis du genre à dire, je pars à 22h ce soir, puis à 4h du match, je suis encore là. Oui, t'es encore là. Ouais, toi, t'es dans la même équipe, là. Là, il y a 2 équipes. Il y a Caro et moi, et il y a vous 2, quoi. Je m'endors sans me démaquiller, limite habillée. J'ai pas du tout besoin d'1 heure pour faire le calme autour de moi quand je rentre. Vraiment, moi, je rentre, c'est un enfer, quoi. Je fais tout tomber, je m'endors comme ça, je me réveille le matin, c'est un terrain miné. Les filles, j'adore l'énergie que vous avez. Avant de continuer sur cette lancée, puisque j'espère que vous allez la conserver, est-ce qu'on pourrait juste faire un petit tour de table, un petit tour de canapé? Parce que je pense que nos auditeurs d'ABC vous connaissent pas tous. C'est une grave erreur. Grave erreur. Vous allez vous abonner juste en dessous. Je vais vous mettre les liens. Vous allez vous abonner sur leur LinkedIn, leur Insta. Il y en a qui ont TikTok? Oui. Les TikTok, partout. Voilà. Ça va changer votre vie.
Nina ramène sa fraise. Explique-nous, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie? Alors, globalement, j'aide les femmes à prendre la parole dans l'espace professionnel. Donc, de manière générale, parce que j'ai constaté, déjà dans mon parcours à moi, que j'osais pas forcément prendre la parole, j'osais pas m'exposer. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ces craintes, elles étaient partagées beaucoup avec mes copines et pas beaucoup avec mes copains qui, eux, parfois, ouvraient leur gueule même quand ils avaient rien d'intéressant à dire. Voilà. Alors qu'une nana, elle va se demander 10 fois est-ce que c'est bien, est-ce que machin, est-ce qu'elle a fait le bon truc et tout. Elle va tourner la langue 7 fois dans sa bouche. Ce qui fait que les hommes investissent beaucoup plus les espaces professionnels. Et notamment, dans les espaces professionnels, les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent que les hommes. Elles ont du coup aussi moins d'exposition, moins d'opportunités business comme ça, et forcément, elles gagnent moins d'argent. Donc 25% de moins que les hommes, on le répète. Et dans ce chemin-là, moi, je suis partie du fait j'étais un peu pareil, et puis j'ai essayé de découvrir par moi-même des choses qui me correspondaient, prendre la parole de plus en plus, et mon média à moi, la manière que j'ai de faire et dont j'aime le faire, c'est à l'écrit. D'accord. Parce que l'oral, pour moi, ça a été quelque chose de difficile. Je suis plutôt introvertie de base. Là, j'ai beaucoup bossé pour être là et y arriver. Mais disons qu'à la base, c'était plutôt l'écrit. Et c'était pas gagné parce que je confondais les P, les B, les D. Donc, tu vois, déjà, de base, on n'y était pas trop, quoi. Et bon, finalement, j'ai réussi de fil en aiguille. Et aujourd'hui, mon métier, c'est d'aider les femmes à prendre la parole, notamment sur LinkedIn, au travers de leurs publications, pour se rendre plus visibles, avoir plus d'opportunités business, en fait, parce que finalement, c'est ça, mais aussi des opportunités de carrière. Parce que quand ton boss voit ton post et est trop intéressant, il fait « Ah ouais, tiens, je vais peut-être… tu vois, tu te rappelles à son bon souvenir, quoi, surtout dans les grands groupes, mais aussi pour les entrepreneurs. Donc, globalement, je le fais et c'est une discipline qui s'appelle le copywriting, avec un W, l'art de vendre avec les mots, l'art d'attirer l'attention avec les mots. Et j'en ai fait un livre qui est édité chez Erol, qui s'appelle Copywriting pour entrepreneurs et indépendants. Voilà, incroyable. J'aurais mieux être entrepreneuse, mais bon. Et depuis, tu as bien rattrapé, tu sais bien communiquer par la parole. Je trouve. Voilà. Il y a un bon copywriting de parole. Il y a un terme différent pour l'écrit et l'oral? Prise de parole en public. Après, quand on regarde de manière générale, les prises de parole, souvent, elles sont scriptées. Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'avant de passer à l'oral, en fait, on fait à l'écrit. Tu vois. Et ce que je viens de te dire là, un petit peu ma manière de me présenter, ce qu'on appelle le pitch, je l'ai écrit, en fait, tu vois, pour être à l'aise à le dire, à l'aise devant des caméras, à l'aise avec d'autres personnes qui te regardent. Pour pouvoir le dire facilement, finalement, je l'ai quand même beaucoup travaillé, beaucoup répété. Mais l'écrit, en fait, précède l'oral, surtout pour les personnes qui, comme moi, à la base, sont pas forcément hyper faciles. C'est pas forcément facile, quoi. Voilà, donc globalement, voilà, c'est ça. Et donc j'ai une entreprise, je suis dirigeante de mon entreprise qui s'appelle Ramène ta fraise. Pour aider les femmes à se rendre plus visibles et notamment sur LinkedIn. Donc, on les aide à prendre la parole, à développer leur marque personnelle et à rafler toutes les opportunités business finalement. Parce que c'est un peu là-bas, hein, LinkedIn. Là, on est sur YouTube, voilà, mais LinkedIn, le business, c'est là-bas qui se fait. Hein, vraiment, il y a des deals, voilà, il y a beaucoup d'argent. dire que tu étais une star sur LinkedIn. Voilà, et j'ai 120 000 abonnés, ouais, effectivement. Pas encore 120, je pense 110 ou 120 sur LinkedIn. Enfin, j'ai pas tout suivi. Voilà, je suis à peu près entre 500 000 et 1 million de vues par mois sur ce réseau. Exactement. Et quand j'ai commencé, c'était il y a 7 ans, tu vois. Donc, alors, il y avait personne et encore moins des femmes, quoi. Et quand je suis arrivée, en 2019, il y avait un top 10. Et dans ce top 10, il y avait 2 femmes. C'était 2019 2020 Ouais. 2019 ou 2020 2020, non? Peut-être 2020, t'as raison. 2019, moi, je cherchais du taf. Non, 2020. C'était en 2020, il y avait que 2 femmes, Caroline Mignot et moi. Et donc, en fait, là, ça a été le déclencheur et je me suis dit, en fait… les 2 seules à poster. Ouais, franchement. C'est pour ça qu'on a été dans le classement. Ouais, franchement, ouais. Et encore, on postait, je sais pas ce qu'on postait, mais… Tu vois, on était les 2 seules et donc non seulement, grâce à ça, on est devenus amies. Et pour le coup… Grâce à une hater, on est devenus amies. C'est vrai? Même pas grâce Incroyable. au classement. Quand il y a eu le classement, on était déjà amies. Ouais, c'est On vrai. lui fait un bisou. Bisous le hater. Et à cause de ce hater, tu Ouais. te souviens au moment où tu as quitté ta boîte, Ah ouais. tu disais en fait, j'ose plus poster sur LinkedIn parce que tu avais l'impression que tu n'avais plus de famille en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était super violent et c'est comme ça un peu que je me suis dit, si toutes les femmes doivent se décourager en fait au moment où elles ont des haters parce que sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie, les femmes elles sont plus soumises aux agressions. En fait,
Globalement. Et sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes peurs qu'on a et c'est les mêmes risques qu'on a, c'est les mêmes dangers, c'est les mêmes agressions. Il y en a qui se reçoivent des dick pics en DM sur LinkedIn, quoi. Enfin, t'étais pas là pour ça à la base, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte au travers de ça, et merci de le dire, c'est que moi, je me suis retrouvée un peu sans famille. Et déjà, il y avait Caroline, et ça a été un de mes meilleurs soutiens. Et c'est là aussi où j'ai compris qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient la même chose, qui avaient les mêmes difficultés. Et là, on s'est super soudés. Et depuis, on est très, très proches. C'est vrai qu'au final, tu vois, c'est un truc d'indépendance, ça. C'est comme t'as pas de collègues, comme t'as pas de patron et t'as pas encore de clients. Au final, si tu te crées une équipe, et on n'est pas les seuls à avoir vécu ça. Tu sais, maintenant, il y a les squads de freelance. Enfin, au fur et à mesure, c'est marrant parce que tous ces petits électrons libres commencent en fait à créer ce que nous on avait créé spontanément parce que on était un peu des Rémi sans famille, quoi. Mais c'est ça. Et puis une autre femme, en fait, une personne qui vit la même chose que toi. Et ensuite, j'ai rencontré l'autre, Caro, qui est là. Mais c'est un peu ça. Et puis en fait, c'était un peu la même dynamique et de personnes de femmes qui vivaient la même chose. Et je me suis dit, ok. Et c'est de là qu'est né Ramène ta fraise, de se dire, on va faire bouclier, quoi. On va faire bouclier et Ramène ta fraise, il y en a une qui prend un hater, elle est pas prête, hein. Il y a une armée qui arrive derrière. C'est genre, waouh! Et le hater, en fait, c'est ça. Tu sais, autant il y a des raids masculinistes, on en parlait tout à l'heure sur certains posts de féministes, mais autant, en fait, nous, on essaie de créer l'inverse et de dire, ok, en fait, toi, tu viens hater, mais en fait, il se prend des nanas en dessous qui disent, non, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Et qui font bouclier. Et elles se sentent hyper rassurées et ça leur donne le courage de s'y remettre. Et pas d'être traumatisées comme nous, on a pu être, comme moi, j'ai pu être traumatisée et de s'arrêter de poster et qu'elles se taisent, en fait. Parce que le risque de tout ça, c'est que les femmes, en fait, elles arrêtent de prendre la parole. Elles arrêtent de prendre l'espace et qu'on soit dans des sociétés où, en fait, celles qui ouvrent leur gueule, c'est les mecs, tu vois. Mais il y en a certains, c'est leur but, hein, d'ailleurs. Moi, j'avais eu un hater sur TikTok qui commentait toutes mes vidéos en me disant, mon seul but, c'est de vous faire taire. Toutes mes vidéos, pendant je sais pas combien de temps, j'ai plein de... C'était pas mon Goldorak, lui? Non, c'était pas mon Goldorak. Mon Goldorak, c'est... Excellent pseudo. C'était mon Goldorak 1, 01. Il a fait son 02, là. Mais non, pour le coup, le mec, en fait, commentait ça et ça se voyait que c'était uniquement, en fait, par envie de faire taire une meuf. En fait, il y a beaucoup aussi ces envies-là chez certains hommes, en fait, qui ne supportent pas, quoi qu'il se passe, quoi qu'elle dise, qu'une femme prenne la parole et prenne de la place et un semblant de réussite selon ces critères qu'il pose lui-même. Et t'en as beaucoup, en fait, qui ne veulent juste te faire taire en tant que femme, en fait, parce qu'ils ne supportent pas ça. Et ça, c'est la version extrême, mais il y a la version plus soft, qui est juste de dire, de venir contredire. Oui, ils veulent t'expliquer. Systématiquement. Ils veulent t'expliquer la vie. Alors, on va pas dire, c'est un hater, parce que souvent, ça, c'est la version un peu dark. Mais il y a la version plus modérée qui se voit moins, qui est en fait du sexisme ordinaire, qui est de venir t'expliquer ton métier. Et Caro, toi, je sais que ça t'arrive tout le temps sous tes posts, parce que t'es méga experte dans l'investissement. Tu te présentes pour nos Vas-y, j'allais te... Donc moi, je vulgarise les cryptos principalement. Donc je produis du contenu autour des cryptos sur plusieurs canaux. Mon canal principal, c'est une newsletter qui s'appelle Les Cryptos de Caro, la plus grosse en France sur les cryptos. Et ensuite, je produis du contenu aussi sur LinkedIn, Instagram, TikTok. TikTok, c'était mon premier réseau à la base. Pour te cacher, justement. Pour me cacher, exactement. Ouais, tester un peu. Ouais, je me disais sur TikTok, il y a son père. Mais à l'époque, il y avait personne. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Tu t'es lancé en quelle année? C'était 2022. Ouais, je crois que c'était 2022 sur TikTok. Il n'y avait pas d'influenceur business à l'époque. Oui, c'est vrai, dessus. Il y avait des gens qui dansaient, quoi. Et ouais, c'est sur TikTok que j'ai fait le plus de croissance. C'est là que j'ai eu mes premiers haters aussi. Mais je me disais, c'est normal, c'est TikTok. Ça vole pas très haut, hein, les haters de TikTok. Non, ça vole pas très haut, non. C'est caca, pute. Oui, voilà. Ouais, mais au moins, c'est direct, quoi. Moi, j'appelle ça de l'huile essentielle de débilité. Tu vois, tu prêches toute la débilité, t'en fais une huile, c'est la grande commentaires TikTok. Oui, c'est ça. Après, tu avais aussi des commentaires intéressants. Enfin, toi, tu as vraiment lancé ta boîte grâce à TikTok aussi. C'est vrai? Parce qu'en tout cas, la newsletter, tu te rendais compte que les gens, ils adoraient, il y a eu de l'attraction. Il y avait des questions qui revenaient souvent. Il y avait des questions qui revenaient tout le temps. Mais c'était à l'époque où je regardais les commentaires. Parce que j'étais encore neuve, j'étais encore naïve et j'avais effectivement des tonnes de trucs dont je regardais. Il y avait des questions qui revenaient tout le temps, c'était insupportable. Parce que ça coûtait beaucoup de travail de répondre à tout le monde. Et c'est à ce moment-là, un mois après avoir lancé mon TikTok, que j'ai lancé la newsletter pour répondre aux questions qui revenaient le plus. Et newsletter qui est un endroit peut-être un peu plus protégé aussi. C'est hyper safe, la newsletter. Ouais, parce qu'en fait, il y a que des gens qui ont choisi. Toi, t'as des gens qui ont fait 70 000 abonnés. Des gens qui ont fait le taf d'aller s'inscrire, laisser leur mail et tout. Alors, franchement, faut... c'est un engagement plus fort. C'est un engagement beaucoup plus fort. Et puis, c'est un espace safe, tu vas pas t'amuser à... Et toi, Juliette, alors présente-toi.
Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Écoutez, D'où es-tu? Exactement. Non, alors moi, je suis Juliette Cadeau, je suis entrepreneuse dans la communication. J'ai créé mon agence qui s'appelle l'agence Cadeau, avec un nom pareil, on en Éponyme. profite, n'est-ce pas? C'est clair. Avec l'agence éponyme, n'est-ce pas? Mais je crée d'autres projets aussi à côté, puisque le TDAH, n'est-ce pas? On a du mal à s'arrêter. Et en fait, moi, j'aide les entreprises à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, grâce au pouvoir de la communication par le contenu. Donc ça peut être des contenus sur les réseaux sociaux, ça peut être des contenus écrits parce que j'ai un passé journalistique, ça peut être des contenus de sites, des newsletters aussi beaucoup on fait, etc. En fait, c'est de la communication digitale 360. J'aide à la fois des petits entrepreneurs comme des entreprises cotées en bourse. Moi, je suis quelqu'un de très éclectique et de nature polyvalente, et donc j'ai besoin aussi d'avoir plein de secteurs et de clients différents. Pour te stimuler. Exactement. Je connais tout à fait ton N'est-ce problème. pas? C'est pour ça que vous regardez en parlant de TDAH. Alors, le TDAH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Nous ne sommes pas du tout atteintes de ce trouble avec Excusez-moi. On se calme, on se recentre. Et alors, comment fais-tu pour te recentrer, justement? C'est une bonne question. En fait, je pense Tu que te recentres jamais. Ouais, en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'épuise. Mais en vrai, c'est aussi. En fait, j'en avais parlé avec des potes qui me posaient la question. Non, c'était quelqu'un qui m'avait interviewé, qui m'avait dit, est-ce que ça t'aide ou pas dans ton métier? Je fais, en vrai, un peu quand même, parce que ça me permet de faire plein de trucs et de pouvoir de répondre à un mail, répondre au téléphone à un client en même temps, briefer mes équipes, etc. Ouais. Ça me permet en fait de faire tout un panel. Après, effectivement, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts. Ouais. Le problème, du coup, c'est que je m'éparpille. C'est-à-dire que je fais partie de la team, 20 onglets d'ouverts, 20 tâches commencées en même temps, et du coup, je ne finis jamais rien. Et donc, je me force, je fais des exercices pour me forcer. Mais avoue que tu te retrouves dans tous tes onglets ouverts. Genre, t'as 400 canevas, il y a un canevas spécifique qui est là, t'as un mail qui est là, C'est ça, et puis on est les fameuses personnes aussi qui, quand tu commences une conversation, tu penses à un autre truc, donc tu entames un nouveau sujet. Mais je le vois là dans terrible. l'émission. N'est-ce pas? On n'est pas les deux seuls TDAH. J'analyse. Il y a un côté. Non, mais c'est très intéressant. Et si tu devais aujourd'hui dire si ton léger handicap est une qualité, bon, tu as vu que on a les qualités et ses défauts, est-ce que tu aimerais tester? Moi, ça m'arrive souvent de me dire, tiens, j'aimerais trop me tester dans un autre. Par exemple, tu sais, les gens qui sont vierges. Ouais. Tu vois ou pas? Vous voyez le signe vierge? Me tester dans un mode rangé, organisé et tout. Je sais pas si je serais heureuse. Non, moi, ça m'angoisse. En fait, tu vois, pareil, il y a un truc aussi, je sais pas comment vous êtes, vous, par rapport à ça, mais moi, je veux pas être dans le silence, par exemple. Le silence m'angoisse. J'ai toujours quelque chose derrière moi, voire même du mouvement. Je reviens de loin, ou maintenant, je me force parfois quand j'ai des concepts un peu plus poussés à trouver, donc j'ai besoin de concentration. Avant, je faisais partie des gens qui avaient en même temps une vidéo YouTube, la télé d'allumée, un podcast en même temps, puis de la musique aussi. Enfin, c'est vraiment un bordel pas possible chez moi, vraiment une cacophonie constante. Et je ne supporte pas le silence. Le silence m'angoisse énormément. Ouais, j'ai le même problème. Je peux pas dormir sans télé ou sans musique. Ouais, pareil, je peux pas m'endormir. Ouais, c'est ça qui me rallongeait mes durées d'endormissement, en fait. Et non, moi, je m'endors très bien. Mais t'arrives à facilement t'endormir. Ça, c'est bien. Ça, c'est TDAH. Je pense que c'est aussi le côté hyperactivité. Quand tu shut down, en fait, directement, tu t'endors, en fait. T'as vraiment genre batterie faible. Moi, je m'endormais sur les grosses enceintes du Métropolis. Il y avait la Technonique. Je me retrouvais comme ça, tu vois. Mon tympan, lui, on le retrouvait pas, mais voilà. Caro, ma petite Caro Mignot. Toi, tu n'es pas TDAH. D'ailleurs, question intéressante, les filles, comment vous vous êtes fait diagnostiquer Psychiatre. Psychiatre? Ouais. Pareil, petite, mes parents. D'accord. Et ma mère est psy. Moi, je me suis fait diagnostiquer il y a 2 ans, complètement par hasard, et on m'avait toujours dit que j'étais pas hyperactive. Donc, ça valait pas le coup de me faire tester. Et en fait, j'ai appris que les femmes étaient diagnostiquées en moyenne 10 ans après les hommes. C'est vrai? Parce qu'un petit garçon qui bouge tout le temps, on dit « Ah, mais il est plein de vie, on le laisse bouger. » Et en fait, une petite fille qui bouge tout le temps, on dit « Ah, mais reste en place, concentre-toi. » Moi, toute ma vie, on me disait « Concentre-toi, fais un effort. » Et en fait, du coup, les femmes surcompensent. Du coup, ça reboucle un peu avec... Après, je vais me présenter, parce que je sais que c'était pas ta question. Mais je trouvais ça intéressant de faire le parallèle. Ça part en mode TDAH, moi, ça me convient. Tant que vous parliez de ça, intéressant comme parallèle de savoir que les femmes, du coup, sont mises dans une case, on les empêche un peu de bouger, du coup, diagnostiquées après, parce qu'on leur dit, en fait, si t'es capable, moi, pendant 8 heures, je peux ne pas bouger d'une oreille. Mais en fait, ce n'est que de la surcompensation parce qu'on m'a tellement appris à rester à ma place. Fatigant, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Ouais, mais bien sûr. Tu dois être fatigué mentalement.
Pareil. Donc Je voilà, pour la reconnais. petite anecdote. Et du coup, voici, je suis aussi TDAH, mais diagnostiquée très tard. Et donc, je suis Caroline Mignot. Moi, je fais du marketing. Et mon idée, c'est d'aider tout le monde à mieux se marketer, c'est-à-dire mieux se valoriser sur le marché de l'emploi, mieux se vendre, mieux vendre pour les entrepreneurs aussi. Et je viens de sortir un livre qui s'appelle From Zero to Hero, puisque mon histoire personnelle, c'est que j'ai fait 10 ans de positionnement et de growth marketing à New York, sur des marques personnelles, mais aussi sur des marques tout court. Et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que je pouvais appliquer ça à moi-même. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire partager cette méthodologie au monde entier, et en particulier à ceux qui se lancent, qui se disent, mais en fait, j'ai pas fait telle école de commerce, j'ai pas tel pédigré, j'ai pas telle famille. En fait, l'idée du livre, c'est de dire, même si t'as pas de bagage, tu peux aujourd'hui construire et crash tester beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux, LinkedIn, mais pas que. C'est clair. Et c'est une pépite, ton livre. Merci. J'en suis là aux deux tiers. T'as vu, il y a des images pour les TDAH. Il y a des images pour les gens comme nous. Tu peux Je comprends que par les images. Moi, je compte le commencer la semaine prochaine quand j'ai rendu ma grosse strat jeudi. Après, je commence, je peux enfin me reposer un peu. Moi, je l'ai Jusqu'à la fini, je l'ai prochaine. adoré. Ah. Oui, toi, t'as posé un jour pour lire nos livres avec Incroyable. Nina. J'ai trouvé ça tellement mignon. Trop mignon. Ouais, Super j'étais en sympa. retard sur le livre de Nina, j'ai pris les deux, j'ai passé la matinée dessus et j'ai Et adoré. t'as créé 70 contenus ce jour-là. Exactement, C'est vrai, hein. Ça m'a mis dans un super mood, Un état plein de- d'énergie. ça te donne envie de. Et du coup, l'après-midi qui a suivi, j'ai créé une tonne de contenu. Je trouve que c'est un bon tip, ça, quand on crée pas forcément du contenu de base, de se dire, je vais lire, enfin, pour écrire du bon contenu ou pour créer du bon contenu, il faut d'abord consommer T'inspirer. du contenu, du bon contenu. En Mais, l'occurrence, en c'était du bon l'occurrence, contenu. J'espère. On a essayé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Peut-être les gens qui nous écoutent sont peut-être pas forcément l'habitude de créer ou quoi que ce soit. Mais ne serait-ce que le fait de s'inspirer, de réexpliquer les choses à sa manière, de donner ses Bien propres sûr. exemples, ça peut permettre déjà d'être une première marche quand on se dit, quand on a le syndrome de l'imposteur et qu'on se dit, faut que je réinvente la roue. En fait, déjà, commence à regarder ce qui se fait, qu'est-ce qui te parle et à reproduire aussi cet exemple probablement. Je trouve très pertinent. Mais Moi, même j'ai sur commencé des- comme ça, en fait. Même sur des œuvres que pas forcément entrepreneuriat ou pas forcément des méthodes, etc., ça peut t'inspirer, en fait, même, tu vois, des films que tu regardes, des séries que tu regardes, des livres que tu lis. Enfin, moi, je me souviens avoir été inspirée hyper récemment. Je suis en train de me bouffer tous les podcasts avec philosophie de France Culture. J'adore ces trucs-là. Et ça m'a inspiré de ouf pour mes news, pour mes posts, etc., en fait. Et c'est chouette aussi de consommer, pas forcément toujours dans le microcosme, mais les deux en même temps, en dehors, fait. c'est bien, Les deux en même temps, ça te permet de t'inspirer et de faire un espèce de vase communicant entre les deux, c'est chouette. Mais tu sais que l'art, de manière générale, moi j'ai été prof d'histoire de l'art, il fut un temps, j'ai fait beaucoup de métiers. Waouh. Alors, moi, juste une question, c'est quel métier t'as pas fait? On va commencer comme ça. C'est ça la vraie question. Quel âge as-tu, en fait? En fait, j'ai fait, quand j'habitais à Casablanca et que je travaillais en agence de pub, le midi, je faisais un remplacement à l'école Artcom Sup, qui était une école de graphisme et d'architecture, et je faisais un remplacement, mais j'avais presque le même âge que les élèves, c'est-à-dire que je devais avoir un truc comme 23 ans, et ils avaient 19, 21, quoi. Et en fait, ce que je remarquais, par exemple, sur les courants de peinture qui vont de l'impressionnisme jusqu'au fauvisme, etc., tous s'inspirent, c'était déjà des influenceurs. Bien sûr. Tous s'inspirent de courants d'avant, etc. Ils rajoutent une touche, une vision. Donc, en fait, c'est nécessaire, si vous voulez créer du contenu, que de s'inspirer. D'ailleurs, il y a cette phrase de Picasso qui dit les grands artistes copient, les génies volent. Et c'est très vrai, quoi. C'est vraiment le premier mec qui a fait des dessins avec des points. Là, le premier impressionnisme, en fait, il l'a fait, et puis en fait, quelqu'un d'autre l'a repris, quelqu'un d'autre l'a repris, et puis en fait, ça crée. Et c'est de la réadaptation, surtout, en fait. C'est parce que c'est chacun ça. l'a repris avec sa main à lui. Avec son et donc, interprétation, exactement. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec vous. Les filles, vous m'avez inspiré un sujet. Parce que là, on parle beaucoup business. Vous êtes, en tout cas, à votre manière, vous avez trouvé votre rythme, votre vitesse de croisière. Je pense que vous vous connaissez suffisamment. Vous commencez à vous apprécier suffisamment. On est dans les âges où, quand même, on commence à se kiffer. Ça dépend, tu vas nous faire parler de quoi? De toute façon, on s'apprécie suffisamment. Pourquoi? Non, en fait, je vous pose cette question parce que je sais qu'on vit justement toute cette problématique, la problématique des entrepreneurs femmes. Tu as commencé à en parler un petit peu, Nina. J'ai beaucoup apprécié cette entrée en matière parce que c'était beaucoup plus facile pour moi pour lancer mon sujet. Et j'aime beaucoup qu'on m'aide. C'est mon côté masculin. Hein. Travail pour moi. Gênant. Et donc, dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, et surtout sur les réseaux, quand on est exposé, on est souvent la cible du sexe opposé. Voilà, donc le sujet, c'est de dire, OK, est-ce que vous pensez qu'il est plus simple aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat ou sur les réseaux sociaux quand on est une femme? Oui ou non? Voilà, ça va être notre petit débat. Répondez en commentaire avec bienveillance, évidemment. Pas de bienveillance,
Ça dégage. Merci, c'est Marc Leval derrière. Il rigole pas. Alors Manina, toi qui avais commencé le sujet, qui a l'air un petit peu croustillant et que tu apprécies beaucoup, quel est ton point de vue? Alors moi, c'est mon quotidien d'accompagner des femmes à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Je fais ça littéralement tous les jours. Donc j'ai ma propre expérience, mais j'ai l'expérience de femmes que je vois au quotidien et dont je peux raconter un petit peu l'expérience. Déjà, il y a la première chose donc, qui est d'oser prendre la parole. On en parlait tout à l'heure. Déjà, quand tu es une femme, tu as moins de rôle modèle, tu as moins de femmes qui prennent la parole. Et donc, la représentativité a un énorme rôle dans ta capacité, toi, à le faire. Elle est comme moi, tu vois, ne serait-ce que le fait que tu animes cette émission, que tu sois là, en fait, c'est un rôle modèle pour plein de personnes qui nous regardent parce que je me dis, mais c'est regardez ce biceps, voilà, très impressionnant. C'est méga impressionnant. Plus de biceps en bas, moi. Et non, mais tu vois, ça contribue en fait à créer d'autres représentations. Donc déjà, je vois qu'elles osent moins. Elles ont le syndrome de l'imposteur. Elles disent, mais tu comprends, moi, je suis pas assez experte, etc. Et ça a déjà été dit, etc. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier frein. Et je pense que les femmes le ressentent plus que les hommes. C'est prouvé d'ailleurs que le syndrome de l'imposteur est plus ressenti par les femmes que par les hommes. Donc ça, effectivement. Et ça, c'est une première étape. La deuxième chose, c'est quand elles le font, eh ben, elles sont pas prises au sérieux. Elles sont pas prises au sérieux, c'est-à-dire que les commentaires qui vont remettre en question leurs paroles, c'est ce qu'on appelle le mansplaining. Le mansplaining, c'est expliquer ton propre métier quand la personne qui est en face de toi, majoritairement un homme, est moins expert que toi. C'est comme si moi, on m'expliquait qu'il fallait que je postais, je sais pas, sur LinkedIn à 18h, alors que c'est mon propre métier, quoi, tu vois. Voilà, et que la personne, je sais pas, faisait, je sais pas moi, je sais pas, expert comptable, quoi, par exemple. Bon, un truc qui a rien à voir. Donc, bon, ça, c'est la deuxième chose. Donc, quand elles s'expriment, elles reçoivent ce genre de choses. Et la troisième chose, on en parlait tout à l'heure, c'est la peur des haters. C'est transposer, en fait, ce qu'on vit dans la vie quotidienne. Quand on sort dans la rue, on risque une agression. 99% des femmes se sont déjà fait agresser dans les transports. Donc, forcément, quand on se dit, je vais ouvrir ma gueule sur les réseaux sociaux, en fait, je vais me prendre un taquet dans la gueule. Et parfois, ça arrive. Voilà. Donc, globalement, pour ces trois raisons, oui, je pense que c'est clairement plus difficile de prendre la parole quand on est une femme, c'est clairement plus courageux. Et la meilleure manière qu'on a de le faire, c'est de s'entraider, de faire bloc, un peu comme ce qu'on fait là, en étant là et en se soutenant et en s'apportant de la force. C'est moi, en tout cas, la manière dont j'ai réussi à le faire et à le surmonter, c'est en ayant des personnes autour de moi qui m'ont aidé, ouais, vraiment. Donc ouais, je pense que c'est clairement plus difficile. Après, récemment, j'ai lu un article qui disait que c'était plus le fait d'être une femme et d'être jolie était un atout quand on prenait la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, voilà. Et que ça attirait plus de likes et plus de commentaires. Ça, le beauty privilege, après, c'est connu. Et puis, ça, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui le voient aussi dans la sphère professionnelle, etc. C'est prouvé que généralement, plus tu as un physique avantageux, plus tu es enclin à réussir. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis, Nina. Je trouve ça chouette de le retourner comme ça, de dire est-ce que c'est pas plus courageux de le faire? Je trouve ça chouette, cette manière de voir les choses en vrai. Je trouve que la question est plus joliment posée comme ça. Ouais, c'est plus courageux. Les femmes qui le font, enfin. Moi, je passe voilà. Et le rôle, je pense qu'on a, c'est aussi d'arriver à créer plus de rôle modèle quand on est nous au-dessus. En fait, entre guillemets, on a réussi à faire ah vas-y, venez monter, c'est cool. Et c'est quelque chose que toi tu fais beaucoup et je constate et c'est génial. Et la deuxième chose, c'est aussi que d'être des bons alliés, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont des hommes et qui se disent non mais en fait, moi je suis peut-être pas comme ça. Moi je considère pas que je vais hater sous le poste d'une femme, etc. Ok, si t'es pas comme ça. Montrez-vous. Si t'es pas comme ça, ok, peut-être que t'es pas comme ça, probablement que t'es pas un agresseur ou un harceleur, ok, très bien. Mais dans ces cas-là, sois un allié. Eh oui, sois pas dans le silence. Et une excellente manière d'être un allié, c'est exactement, c'est de donner la parole quand t'es s'il y a des managers, quand il faut faire intervenir quelqu'un, fais plutôt intervenir une femme parce que tu sais que elle va avoir plus le syndrome de l'imposteur, donc elle va le moins le faire d'elle-même. Quand tu cites quelqu'un, essaie de citer une femme. Voilà, tu peux avoir ce rôle d'allié. Ok, voilà. Et comment toi tu peux agir en étant 50% de la société? Et je pense que c'est ensemble en fait qu'on peut créer ça. Et les hommes ont aussi un rôle d'allié à jouer là-dedans. Nous déjà, les femmes entre nous, bien sûr, de faire bloc, de se rassurer, de se donner de la force, mais aussi aux hommes d'être des excellents alliés, sachant que le parti en face c'est pas forcément facile, mais ça demande d'accepter, de pas monter sur scène tout le temps et de mettre les copines, les personnes qui sont compétentes. Vous en pensez quoi les filles? Merci Nina. Moi, pour être visible sur un sujet plutôt d'homme, je trouve que, alors, c'est plus difficile. Néanmoins, je pense qu'être une femme est un des facteurs clés de mon succès parce que j'apporte une diversité qui n'existait pas. Tu es rare.
Exactement. rareté. Pokémon. Ouais. Et puis, que Il y a des meufs qui se retrouvent, excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a des meufs qui se retrouvent et qui se disent, ah, enfin, il y a une meuf qui prend la parole là-dessus. bah, c'est vrai que ma C'est très communauté est intriguant. mixte, puisque j'ai 40% de nanas qui me suivent. Or, avant que j'existe, toutes les études qui ont été faites en France sur est-ce que la crypto intéresse les meufs ont été faites sur des sites tenus par des hommes, auprès de vidéos faites par des hommes pour des hommes. Et donc, il n'y a jamais plus de 4% de meufs qui sont dans les sondages. Si on en croit ce que moi, je vis avec ma communauté, il y a 40% de femmes qui sont intéressées. Mais clairement, tu as créé un modèle. En fait. Bah, c'est la représentativité, encore une fois. Hein. Ouais. On en revient à ça. Néanmoins, bon, il y a quand même une majorité d'hommes, mais je vois que apporter un point de vue différent, en tout cas une manière de faire différente, et pas être soit un mec en cagoule dans son garage, soit un mec en costume, parce qu'on a ces deux modèles là dans la finance traditionnelle ou finance du futur, quoi, crypto. On a deux modèles de mecs principalement, et des nanas, il n'y en a pas. Et donc c'est vrai que moi, ça m'a été beaucoup reproché de tu réussis parce que t'es une meuf, comme si ça m'enlevait mon expertise. Je réussis parce que je suis une meuf et que je suis compétente, bien sûr. Et que donc, ce que je dis, c'est aussi intelligent que ce qu'ils disent, mais en plus, je dis d'une autre manière, et j'apporte des codes qui sont différents. Donc, je pense que c'est quand même, de toute façon, être rare dans un écosystème, ça favorise, même si je me prends des sauts d'insultes que eux se prennent pas, en tout cas, pas de la même manière, pas sur les mêmes choses, quoi. C'est fou, hein. C'est terrible parce que je me reconnais dans tout ce que vous dites. On est, si on veut réussir, on sait que de toute façon, on va quelque part un peu sacrifier notre âme, tu vois. C'est horrible. Un homme se dirait pas ça, quoi. Et surtout, c'est là où tu vois, on parlait du beauty privilege, mais c'est surtout que nous, les femmes, pourquoi on en parle là? En fait, quand t'es une nana et que tu prends la parole, t'es constamment ramenée à ton physique. Ouais, c'est vrai. Constamment. Ouais. Tu vas sous les quelque chose. tu vas sous les vidéos d'un mec, etc. À part si le mec a un défaut physique, qu'il est gros, majeur, ou etc. machin. qui est très Voilà, qui est très visible, ou qu'il a un très grand nez, ou des choses comme ça. Il n'y a jamais de physique, de remarques sur le physique. Oh, il est moche, par exemple. Des trucs que les meufs se prennent sur toutes leurs vidéos. Elle est moche, elle est grosse. Mais par des mecs. Et par des mecs, bien évidemment. Parce qu'une meuf veut pas aller commenter sous une vidéo d'un mec pour dire t'es moche, t'es Mais toi. oui. Parce que ça a déjà été vu. Vraiment, j'en suis pas sûre. Il y a un autre sujet sur lequel je pense que c'est important aussi de parler, c'est que quand tu es une femme, en général, au-delà des insultes et des hates et de manque de crédibilité que tu peux avoir, en fait, ce qui se passe, c'est que les femmes, c'est elles qui sont majoritairement en charge du travail domestique et parental qui est à la maison. C'est clair. Et aujourd'hui, les femmes font 1 heure de plus de tâches ménagères que les hommes chez elles. C'est elles qui prennent majoritairement le travail parental au travers du fait qu'elles ont un congé maternité qui est de 2 mois et demi, là où un homme n'a qu'une semaine obligatoire et un mois, une semaine ou 10 jours, un mois voilà, qu'il peut prendre. Et ça crée des déséquilibres qui font que le travail qui est non rémunéré, qui est le travail de s'occuper de la maison, des tâches domestiques, des enfants, c'est un travail que les femmes occupent et qu'elles ne peuvent pas occuper à faire du travail rémunéré, c'est-à-dire des business, etc., sa carrière. Et il y a 2 exemples que je peux donner sur ça. Le premier, c'est que je suis allée, il n'y a pas si longtemps que ça, intervenir auprès d'une entreprise, donc c'était une banque. J'étais à Sophia Antipolis et je résidais dans un hôtel 4 étoiles, qui est un hôtel très business, quoi. On voit très bien, c'est un jour de semaine. Et donc j'étais là comme ça le soir. J'étais en train de dîner toute seule parce que j'avais mon séminaire le lendemain et j'intervenais. Je lève la tête et autour de moi, je ne vois que des hommes. Je ne vois que des hommes parce que ce n'est qu'eux qui ont la capacité de quitter leur foyer domestique et que le foyer continue à tourner, en fait, tu vois. On sent qu'il y a une certaine liberté, en fait, qui est permise. Alors, à la fois parce qu'ils occupent des postes très hauts, mais aussi peut-être parce que le foyer dépend moins d'eux, tu vois, en termes de courses, de rangement, de chambre, de machin, de bouffe, etc., malheureusement. Premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est quand moi-même, j'ai eu un enfant. Mais en fait, ça a été une lutte constante de culpabilité intérieure de me dire, Nina, alors que, franchement, ça me plaisait pas du tout d'empiler des cubes, de filer des biberons et tout. Moi, c'est un truc qui me plaisait pas trop. Mais j'avais une culpabilité tellement grande, en fait, à travailler, alors que c'est ce que j'aime et tout, mais la culpabilité, elle me rongeait énormément et chaque minute que je passais pas avec mon enfant, j'avais l'impression d'être une mauvaise mère parce que j'avais intégré des schémas de t'es en train de bosser et t'es pas en train de t'occuper de ton gamin, donc t'es une mauvaise mère. Les papas se disent peut-être légèrement moins ça. Après, il y en a de plus en plus. Les études prouvent que les inégalités, en fait, salariales entre les femmes et les hommes ne se créent pas à l'embauche, donc il n'y a pas tant que ça de discrimination, mais en fait, elles se créent au fur et à mesure. Précisément au moment où il y a la naissance d'un enfant. Et où il y a la naissance d'un enfant, là, tu vois la carrière des femmes stagner, voire réduire, et la celle des hommes accélérer.
parce qu'ils bénéficient du Eh oui, travail qui il y est a fait. moins de personnes, Exactement. moins de concurrence. C'est ça. Et d'ailleurs, les femmes qui n'ont pas d'enfants ont un profil de carrière plutôt similaire. C'est un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Bref, sur Netflix que je vous encourage Très à voir, intéressant. qui explique ça. Je vous encourage à aller le voir vraiment. Bref, tout ça pour dire justement que au-delà voilà, de la difficulté qu'on peut avoir dans la prise de parole, parce que c'est un peu notre métier ici, y compris en tant que salarié et dans les entreprises, il y a aussi ce frein-là, à la fois interne qu'on va se mettre de culpabilité et à la fois externe dans le sens où le foyer dépend aussi beaucoup de nous. Et souvent, les salaires les plus élevés sont ceux des hommes. Et donc, les femmes arrêtent en général de travailler ou ralentissent leur carrière. Voilà. Parce que se disent à quoi bon, parce que de toute façon, il y a une plus que moi. C'est ça, ça encourage. En fait, on encourage ce cercle vicieux. Ouais. C'est terrible. Hein. Qu'en penses-tu, Caro? La pauvre, elle est en train de finir sa petite sieste. Comme Caro, j'ai bénéficié du fait d'être une femme. Ouais. Je sais pas s'il y a un privilège à la beauté, mais il y a un privilège à la singularité que je ressens ça, de c'est plus clair. en plus, tu vois. J'ai l'impression, l'image que je te prendrais, tu vois, c'est quand tu regardes la télé, il y a que des nanas blondes hyper belles. Au final, est-ce qu'il y a encore un privilège à la beauté? Non. Il n'y a plus de rareté. Ouais, ils cherchent quelque chose de différent. Ouais. Donc c'est la sensation que j'ai moi autour de moi. Et pour avoir été une femme dans la tech, dans mon premier projet entrepreneurial, ça m'a beaucoup avantagé d'être un quota, à condition de saisir ta chance. Ouais. Voilà. Et de savoir aussi te frayer un chemin parmi peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas spécialement envie que tu sois là. Tenir la tête et les épaules hautes, te tenir droite quand on essaie de démonter. Ça n'a pas dû être toujours facile, je pense. Si, honnêtement, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça. C'est fou, tu as eu honnêtement. d'entraînement par l'enfance? J'ai pas eu. J'ai toujours été dans un entourage plutôt masculin. D'accord. Et je pense que j'ai un côté très masculin moi aussi. Et du coup, je me suis jamais laissée faire et j'ai pas eu trop de haters. D'accord. Après, je suis pas naturellement très clivante. Moi, je suis un peu de l'école américaine let's agree to disagree. Ok. Donc, je vis très bien avec des gens qui pensent pas pareil que moi. J'entends très bien les reproches et du coup, je pense que j'ai pas, en tout cas sur mes réseaux, j'ai pas eu ce problème-là. C'est une chance, hein. Ouais, c'est une chance. Mais du coup, dans la tech, moi, la question que je me pose, c'est comment expliquer, du coup, que si c'est pas si difficile que ça, qu'il y ait que 5% des femmes, tu vois, qui lèvent des fonds, en fait, au final. En fait, je pense qu'il y a un énorme privilège à celles qui le font et qui se bougent. Et c'est pour ça que c'est trop bien que tu sois dans ces fonctions-là de OK, on va ouvrir la voie pour les autres. Et c'est pour ça que c'est trop bien que dans les médias, on soit toutes là à comment est-ce qu'on fait pour inviter plus de femmes. C'est parce qu'en fait, au final, tu vois, un truc tout bête, moi, dans le podcast, à chaque fois que j'invite des femmes, elles me disent « Ah, je vais me renseigner en interne. » Et à contrario, j'ai que des mecs qui postulent pour passer dans le podcast. Donc, il y a encore ce truc de... Et je ne dis pas... C'est vraiment pas un truc pour dire que les femmes, en fait, ne veulent pas se bouger. C'est juste, c'est plus difficile pour les femmes de se bouger parce que vous l'avez dit, il n'y a pas de rôle modèle. Mais par contre, pour moi, honnêtement, il y a une vraie prime à la singularité et celles qui prennent leur chance. Et moi, c'était la stratégie dos au mur, en fait. Le moment où j'ai plus le choix dans ma vie, où j'ai dû me mettre en avant, même sans aimer ça, bah, en fait, j'ai appris, j'y suis allée. Et c'est là où je me suis dit, ah putain, être un quota, c'est quand même une bonne idée. Mais je pense que dans la tech, toutes les nanas qui ont sauté le pas, elles te diront, c'est un énorme avantage d'être une minorité. Mais il faut faire plus d'efforts que les autres pour briser ce plafond de verre, ça c'est sûr. Plus de crainte, plus de peur, moins d'encouragement, ça c'est sûr. C'est intéressant, tu parles d'être dos au mur. C'est vrai que moi aussi, ça a été mon cas, j'ai été dos au mur. Vous aviez été dos au mur quand vous êtes mis un peu sur les réseaux? Complètement. Ouais. C'est ton cas aussi, Caro? Pas sur les réseaux, non, mais quand j'ai dû, pour le coup, me mettre en avant la première fois, lever des fonds pour ma première boîte et vraiment croire en moi, bah, je sais que ma boîte a crevé dans 2 mois si j'avais pas d'argent. Donc oui, c'était vraiment... Et toi aussi, Nina, ou pas trop? Dos au mur? Non, en fait, moi, j'ai créé du contenu au moment où j'étais salariée. Et donc, en fait, j'étais payée tous les mois. Donc, je vais à bouffer tous les mois, en fait. T'as fait plus un processus. Par contre, je me suis dit, 1% de mon temps, je le réinvestis, non pas dans la boîte dans laquelle je bosse, mais je le réinvestis dans Nina Ramen. Ok. Et toi, t'avais déjà vraiment une vibe entrepreneuriale qui était... Ah ouais. Moi, je me dis, je travaille... vision, quoi. Moi, je dis, je travaille toujours pour une seule personne, c'est Nina Ramen. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Après, parfois, je me mets au service de certaines boîtes. Parfois, je me mets au service de certaines boîtes, ponctuellement. De manière temporaire. Voilà, c'est ça. Mais en fait, même quand je travaillais pour d'autres entreprises, quand j'étais salariée, je voyais le travail que je faisais en boîte, dans les entreprises, comme des espèces de compétences que je mettais dans mon sac à dos. Et donc, j'ai bossé dans le recrutement, j'étais commerciale, j'ai bossé dans le marketing, et hop, j'ai mis mes compétences. Et en fait, à un moment, je me suis lancée. Et effectivement, quand je me suis lancée, j'étais dos au mur parce que, bon, ça se passait pas bien dans ma boîte, j'étais enceinte, je me suis dit, bon, bah, là, je vais
pas pouvoir retrouver une entreprise en étant enceinte parce Eh que ouais. va annoncer au bout de 3 mois de ta boîte que tu vas avoir un gamin, t'es enceinte. Ça est arrivé à une amie à moi, elle a pas tenu en fait parce qu'en fait ils lui ont dit bah ok t'es sympa mais ciao. Il y a des boîtes, toutes les boîtes sont pas comme ça mais il y a quand même des boîtes et des femmes pour qui c'est compliqué de postuler quand elles sont enceintes et les barrières qu'elles se mettent elles-mêmes avec ça. Mais tout ça pour dire que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, oui, j'étais un peu dos au mur, mais en amont de ça, c'était quand même très confortable d'être dans une boîte et pendant 3 ans, créer du contenu. J'étais dans le recrutement, après j'étais dans le marketing tous les mois. J'avais ma petite brique. Et puis les gens qui me suivent maintenant me suivent depuis 7 ans. Quoi. C'est tellement puissant que tu dises tu bosses toujours pour toi. En Ouais, fait, c'est l'état c'est d'esprit français, c'est marrant parce qu'on ne s'est pas consulté, mais j'ai fait un post là-dessus il y a 3 jours parce que dans mes équipes, j'ai 2 profils différents. Il y a une des nanas, du coup, c'est le jour férié. Et en gros, moi, comme j'ai grandi aux US, les jours fériés, j'oublie tout le temps en France. Ouais, pareil. Et en gros, le jour férié arrive et du coup, je texte dans le groupe WhatsApp et en fait, il y en a une qui me répond ah, mais c'est férié aujourd'hui. Et l'autre, et du coup, je dis ah, désolée. Et l'autre, elle m'écrit en privé et elle me dit oui, je sais que c'est férié, mais moi, de toute façon, je travaille pour moi. Et je me suis dit, et la nana, elle a 23 balais. Et ça m'a inspiré un post où je me suis dit, en fait, moi, en entreprise, c'est les gens, souvent, ils nous disent, oui, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi? On dit tous juste, on a travaillé. Et souvent, c'est ce mindset-là que décrit Nina. C'est pas, en fait, on a travaillé plus que les autres. C'est, en fait, on était dans le mindset à chaque fois. Et je dis pas qu'il faut travailler les jours fériés en France, mais la big picture dans tout ça, c'est, en fait, qu'est-ce que je peux prendre dans cette entreprise? Parce que la façon, au final, comment je suis payée, pas avec mon salaire à la fin du mois, avec la putain d'expérience que je suis en train de me faire, le fait de devenir l'élément irremplaçable dans la team et tous les extra miles que je suis en train de faire quand les autres disent en fait ah bah non là il est 18h, faut que j'y aille. Et ça c'est hyper important et très peu français. Et je pense que ceux qui réussissent arrivent à avoir ce mindset là de croissance, de dire ok je travaille tout le temps pour moi même quand je me vends à des entreprises. J'en entends de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Moi, j'ai eu des parents entrepreneurs, donc je sais pas, je pensais pas du tout être entrepreneuse dans ma vie, mais peut-être que quelque part. Ça joue énormément, moi, ça me semble évident que je crois que je serais pas du tout là si j'avais pas eu cet environnement-là. C'est clair que il y a des barrières que j'aurais probablement pas pété. Mais ouais, donc tout ça pour te dire, ouais, non, moi et d'ailleurs, je pense que la configuration aussi. Moi, j'ai pas vécu ça comme une grosse prise de risque, le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait une rupture conventionnelle, j'avais le chômage, en fait. Et le chômage m'a permis pendant 18 mois de me dire, incroyable, quoi qu'il arrive, c'est le meilleur incubateur d'entrepreneur. Et en fait, aujourd'hui, je suis trop contente parce que je redonne fois 1000 en fait. Et en fait, je redonne fois 1000 aujourd'hui, tu vois, parce que les impôts que je paye, les impôts que je paye sur ma boîte qui marchent extrêmement bien, des dizaines de milliers d'euros, voire centaines parfois que je redonne à l'État. Mais en fait, très bien, quoi, parfait. Et c'était un bon investissement évidemment de me filer le chômage à ce moment-là. Après, toutes les boîtes ne marchent pas, mais finalement, ça m'a mis dans un confort. Donc moi, j'ai jamais ressenti d'être dos au mur. En fait, au contraire. Je me suis toujours dit bon bah ok c'est confortable puis si dans 18 mois ça va pas de toute façon je suis cadre il y a très peu de chômage chez les cadres donc bon au pire je prendrai un job et puis voilà. Et d'ailleurs vous avez fait quelle étude toutes les 4? Vous avez fait des études peut-être certaines n'en ont pas fait. Ouais, moi je peux dire j'ai fait des études pourries. Non mais vraiment j'ai fait la fac de la ville dans laquelle j'ai grandi donc Montpellier. Ah bah, voilà, je connaissais. J'étais sûre que moi j'attendais la personne dans le commentaire qui dit l'école Jules Verne, mais c'est mon école, c'est pas pourri. Mais donc j'ai fait une fac à Montpellier. Une fac du coup. C'est ça. Parce qu'elle était pas top. Et c'était quoi? J'ai fait un master style. Le nom avait pas de sens. Ah, je sais. Non. C'est la meuf insupportable. INSEAD. J'ai fait Saint-Cyr. T'as carrément occulté le souvenir. Non, c'était un truc à la con, style conseil en management des organisations. Vous voyez, un truc ça te permet. Mais pas du tout. C'était pas. Mais c'était une fac. C'est la fac d'éco. Un truc comme ça. Non. Oui, quand tu vas à l'école, tu sais, les facs, ça a toujours des noms. La fac, ça a pas de nom. C'est la fac d'éco. C'est pas unité des management des entreprises ou un truc comme ça, non? Institut de management des entreprises. Bref. Un truc dans le genre. Ça t'a marqué en tout cas. Mais non, mais ça servait à rien. J'ai rien appris dans la roche. Non, mais j'ai rien appris. Et de toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ce diplôme? J'aurais pu bosser, je pense, à l'accueil d'une banque, un truc comme ça. Enfin, d'une banque. Tous les gens qui travaillent à l'accueil d'une banque. Non, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire, en l'occurrence. C'est plus que c'était pas ce que je voulais faire. Je me désabonne des cryptos de Caro. C'est clair. La meuf a insulté tous les gens qui travaillent à l'accueil d'une banque. Mais bon, ils m'aiment pas déjà à la base, vu qu'ils bossent dans une banque. C'est pas grave. En fait, c'est ça, c'est l'éternel.
C'est pas grave. Mais donc, oui, j'ai fait ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que j'espérais faire une grande carrière. J'avais quand même des rêves de gloire, sauf qu'à l'époque, mes rêves de gloire, c'était être cadre chez L'Oréal. Et que quand je suis arrivée à Paris, avec mon diplôme pété de fac, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai postulé m'ont dit, en fait, tu n'es personne. Genre, t'as pas fait d'école de commerce. J'ai vécu ça aussi, moi, ouais. en agence, ouais. Donc, je me suis retrouvée dans une asso pérave qui a bien voulu me recruter parce que de toute façon, il fallait bien payer mon loyer. Mais c'est grâce à ça que je suis devenue entrepreneur, moi, pour le coup. Parce que j'ai compris hyper vite que j'allais pas pouvoir faire la grande carrière que j'espérais et que personne me filerait ma chance si moi, je la prenais pas moi-même. Et donc, c'est là que j'ai décidé que, après tout, pourquoi pas essayer de monter une entreprise. Hyper naïf, donc je me disais, ça doit bien se faire. Et t'as tout appris sur le terrain, quoi. Ouais, on apprenait vachement. vachement, ouais. On Pareil. avait la même team toutes les trois. Et j'ai appris sur le terrain en faisant n'importe quoi, pour le coup. Bah non, mais bien sûr. N'importe quoi. Si on fait pas n'importe quoi, c'est pas t'inquiète, drôle. moi, je suis styliste de formation, donc rien à voir non plus. Ah. J'ai fait 1 an de droit. Pareil, les côtés un peu hyperactifs et j'ai envie de tout tester. J'hésitais entre le droit et le stylisme. Me demandez pas pourquoi entre les deux, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun pont. Mais j'aimais les deux. Si, il y a la robe d'avocat. Ah oui, bien joué. Mais j'ai fait 1 an de droit. La première année, très intéressante, mais la première année de droit, tu ne fais qu'une matière par semestre, c'est du droit pur et dur. Le reste, c'est de l'histoire de la politique. Donc passionnant. Et donc j'ai adoré. Mais je me voyais pas continuer. Et notamment, j'ai pas regretté quand je vois tous mes potes qui ont continué en deuxième année. Je me désabonne. À la fin de l'émission, il n'y aura plus que nous. Faut remarquer que tous les haters ont que 2 doigts, par contre. Les haters, ils sont tous comme ça. Ils sont flics. Tu les visualises comme ça, t'as été. Ouais, on les visualise comme ça. Avec leurs cornes. Vous avez une humoriste qui disait qu'elle imaginait les haters comme ça, juste avec 2 doigts, et qu'avec 3 lettres sur leur clavier, moi. Et c'était les 3 lettres qu'ils avaient. Bref, je crois que c'était Swan Périssé, d'ailleurs. Et genre, tu vois, la deuxième année de droit, t'as du droit policier, droit des contrats, etc. Et j'ai fait, ouais, ok, j'ai bien fait d'arrêter parce que c'était vraiment pas mon truc. Je suis allée en école, j'ai fait une école de stylisme à Paris. Et en fait, pareil, je suis arrivée en fait, le seul pont que j'ai fait avec ma carrière, c'est que j'ai commencé en tant que responsable de la rubrique mode d'un web magazine féminin. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris les rudiments du contenu web parce que c'était uniquement du contenu web. Donc, les articles, les podcasts, les vidéos. En plus, c'était un magazine. Maintenant, ça a été racheté, donc il y a beaucoup plus de moyens, etc. Mais à l'époque, c'était un peu... voilà, toute petite équipe, tu faisais tes articles, en même temps t'écrivais ton post Facebook, parce que je vous parle de 2014, les enfants. C'était il y a 10 ans, j'ai fêté mes 10 ans de carrière, moi, cette année. Et en fait, tu t'écrivais le post Facebook qui allait promouvoir ton article, donc t'écrivais un peu aussi, tu vois, pour les réseaux, etc. Et après, j'ai débarqué dans un grand groupe de presse aussi, mais du côté agence, qui avait une agence en fait attenante à la régie publicitaire du magazine, enfin des magazines. Et en fait, moi, c'était pareil, hein, j'ai complètement appris sur le tas. C'est-à-dire qu'on me disait, hey, Juliette, tu me fais une presse pour ça. Je ne savais même pas me servir de PowerPoint. Donc, je googlais énormément. J'étais en mode, alors, comment faire Comment recommander un spa? C'est marrant, on a le parcours inversé. Et du coup, en fait, j'ai appris complètement sur le tas. Je me suis fait virer du jour au lendemain. Ah bon? Et du coup, c'est pour... après, contexte de rachat, en fait, tu vois, les contextes de rachat. Moi, je suis arrivée, j'ai fait 1 an avec l'ancien actionnaire majoritaire de ce groupe média, puis 1 an avec le rachat du groupe TF1. Et du coup, généralement, quand tu as un rachat, tu as beaucoup de gens qui partent, beaucoup de gens qui se font virer. Les nouvelles équipes veulent façonner leur équipe et pas forcément garder les anciens, etc. J'ai pas coupé court à ça. J'ai coupé court à ça et j'ai pas échappé à ça. On m'a viré du jour au lendemain et c'est comme ça en fait que je me suis lancée parce que j'ai toujours été dans la team. Ouais, moi un jour j'aurai ma boîte parce que très indépendante, pas problème avec l'autorité. Dans mes anciens jobs, on m'appelait la syndicaliste parce que j'étais toujours celle qui remontait au créneau pour protester pour les meufs, etc. Parce qu'on était d'équipe de meufs, mais en disant ouais, pourquoi tu nous augmentes pas pour ça? Ouais, non mais attends, ça c'est abusé, etc. J'ai toujours en train de vois bien avec ton petit toujours en train de gueuler et tout, hein. Tout le temps en train de gueuler et pour le coup, petit problème avec l'autorité. Donc je me suis toujours dit ouais, je veux avoir ma boîte, etc. Mais zéro couille. J'avais pas du tout envie, j'avais peur de me lancer. Et en fait, il a fallu que je me fasse virer du jour au lendemain. Donc, sur le coup, c'était dur, j'en ai beaucoup pleuré, etc. Gros coup à l'ego, tout ce que tu veux, et puis remise en question, nanana. Mais en fait, ça a été la meilleure chose de ma vie. Parce que ta vie. Mais ouais, mais complètement, parce qu'en fait, comme ils m'ont viré du jour au lendemain, j'ai pas eu le temps de chercher un autre job. Donc, j'ai créé mon job en me mettant en free. Parce que des clients de l'agence me disent, bah, nous, Juliette, on veut plus être accompagnés par toute une agence, on a juste besoin d'une rédac. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de rédac, vu que je venais d'un journal à la base. Et ils m'ont dit, est-ce que tu fais du free? J'ai fait, maintenant, oui.
J'adore. Comme Trop maline cette Et femme. du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis lancée. Et donc, j'ai fait 4 ans de micro-entreprise presque, jusqu'à ce que je me lance sur LinkedIn. Et on en revient au côté pied du mur. Je me suis lancée sur LinkedIn parce qu'en fait, mon plus gros client, à la base, je devais faire une mission de 3 mois avec eux sur 3 jours par semaine. Ça s'est transformé en mission de 2 ans. Donc, t'imagines bien que même si c'était un très grand groupe, un fric que tu prends pendant 2 ans, 3 jours par semaine, c'est peut-être que tu dois débloquer un poste en interne. Donc évidemment, ils m'ont dit, au bout d'un moment, on va arrêter, puis on va prendre un junior, donc on arrête. On s'est quittés très bons amis. Et moi, je me retrouve comme un rond de flanc en me disant, bon, alors, les demandes entrantes, pas ouf. Le CA, oulala, ouladi, c'est pas beaucoup. Parce que je faisais ni communication ni prospection. Et j'ai bien fait vivre ma boîte jusqu'à là, mais en fait, j'arrive à un moment charnière, et puis LinkedIn, et voilà quoi. C'est fou. J'ai monté mon agence après après il y a un an et mon demi. histoire, mais en décalé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé plutôt dans le graphisme. Ouais. Donc, moi, faire le Oui. PowerPoint, je savais. Ouais. Et j'ai fait ton truc inversé. Et c'est Avec l'écriture. Ben voilà. Ok, C'est incroyable. rigolo, ça. J'ai rencontré ma sœur. Bah oui, Mo Yang, ça là. En plus, on est presque. C'est bientôt notre anniversaire, madame. Ouais. Eh oui. C'est mon cadeau. Bienvenue. Ma petite Caro, et après, on va passer à nos petits objets fétiches. Est-ce que tu avais envie de rebondir sur ce que Juliette a dit? Parce que je te sentais dans une oui, écoute moi, active. Ouais, écoute active. Bah, je découvrais. Alors, je connaissais le passé de Juliette parce qu'à un moment, elle a été testeuse de spa, qui est quand même un taf de rêve. C'est Ouais, pour ça. stylé, la petite ça. private jet. J'avais un client, en fait, excuse-moi, j'avais un client, en fait, c'était un grand spa de luxe parisien, et il fallait que j'écrive des articles sur les massages, donc il fallait bien les tester. Oh là là, mais quel enfer. zut. C'est dur, hein. La mine et ça, ah là là, deux métiers pareils. Hein. Ah ouais. J'avoue, c'est dur. Et donc, toi, tu avais retenu que ça de toute sa carrière. Non, mais du coup, j'écoutais activement et là, je découvrais la suite. Moi, je me reconnais pas trop dans vos parcours, mais j'adore d'un autre côté. Et moi, j'étais plutôt hyper dans les rangs, pas du tout rebelle. Alors moi, l'inverse de la syndicaliste, enfin vraiment, je travaillais pratiquement tous les soirs au bureau jusqu'à minuit. J'ai fait la déception de ma mère à la sortie du bac, c'est que je lui ai dit que je ne voulais pas faire Sciences Po. Donc, ça a beaucoup pleuré à la maison. Et j'ai voulu faire la fac, sauf qu'arrivée à la fac, je me suis rendu compte que les gens ne travaillaient pas, ce qui m'a beaucoup choquée parce que j'étais quand même... j'avais besoin d'un certain niveau, je pense. Ouais. On m'avait trop bien dressée. Et du coup, je suis passée... j'ai été inscrite de force par ma mère au concours du CELSA. Enfin, de force, j'exagère. À l'insu de mon plein gré, en gros, dans mon dos par ma mère. Et je me suis dit, je l'aurais jamais, ce concours. Et j'étais persuadée que je l'avais pas eu. Et pareil, c'est encore un truc de nana. Mais du coup, j'ai même pas osé postuler parce que je pensais que je l'aurais pas. Et le premier jour à l'école, on m'a annoncé que je l'avais majoré. Donc, histoire marrante parce que de moi-même, j'aurais jamais osé m'inscrire à un concours. Je me disais vraiment, en y allant, je me souviens, je me disais, mais Caro, pour qui tu te prends? Et j'entendais les nanas qui parlaient et tout le monde était plus beau, plus intelligent, plus doué que moi. Donc, comme quoi, c'est un peu comme les gens qui inscrivent les autres gens à l'amour et dans le pré. Bah, moi, ma mère, elle m'a inscrite au CELSA. Et suite à ça, du coup, je suis partie à New York parce que j'étais pas bonne en anglais et que quand je n'ai pas une bonne moyenne, du coup, j'agis tout de suite. Donc, je suis partie aux États-Unis pour vraiment cocher toutes les cases. Donc, moi, les filles, j'étais plutôt hyper planquée, très bon soldat, hyper soumise. Et je pense que j'aurais jamais osé me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'adorais, en fait, être sous les ordres de quelqu'un. Voilà, donc Comme quoi, tous les c'est profils. pas sexy, mais c'est fou, hein. hyper assumé chez moi et mes amis le savent. C'est vrai que j'ai C'est j'ai sexy un pour côté certains. suiveur, tu vois. Je me Non, mais- considère pas comme un leader. Moi, j'aime bien les suiveurs. Autour de moi, toutes mes amies ont des fortes personnalités parce qu'en fait, j'ai besoin de quelqu'un où je sens que je suis un peu un cheerleader, tu vois. Je suis un peu souvent derrière les autres. Et du coup, les réseaux sociaux, pour moi, ça a été une énorme surprise. Et j'ai commencé par l'écrit et j'ai commencé par le faire pour les autres. J'ai été ghostwriter en 2000, enfin, j'avais 20 ans, j'étais ghostwriter pour Eric Serra, qui était un grand compositeur. Et en fait, j'écrivais pour les autres. Je prenais les photos de mes copines blogueuses. À New York, j'avais des amis blogueurs, instagrammeurs qui étaient connus. Et moi, je faisais tous les backstage. Donc, c'est assez rigolo. Tu t'es révélée sans le savoir, quoi. Bah, j'ai plus le choix. En fait, quand j'ai lancé ma boîte, parce que personne m'a donné ma chance, là, par contre, je me reconnais. Je me reconnais aussi dans vos parcours. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je me suis dit, comme Caro, je me suis dit, en fait, moi, je voulais lancer des boîtes, mais je voulais le faire pour le compte de quelqu'un. Et en fait, j'écrivais pour me faire recruter. Et à chaque fois, en fait, je lançais des boîtes aux États-Unis. Et il y a un moment où j'avais plus de boîtes à lancer et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai trouvé personne. J'essayais de lancer des boîtes américaines en France à mon retour.
et personne me donnait ma chance. Donc, je me C'est suis fou, dit, et ma première boîte était un copycat d'un modèle américain d'une boîte qui s'appelait Dojo Mojo, où je leur ai dit, je veux être country manager, je veux lancer votre boîte sur le marché français. Ils l'ont pas fait, donc je me Ils ont suis pas dit, saisi le C'est truc. comme une Voilà. franchise, quoi, en gros. exactement. Et du coup, D'accord. moi, je me suis lancée comme ça, mais vraiment en me faisant pas confiance et en me disant, ça marchera pas parce que je suis bonne pour aider les autres, mais moi, la lumière, c'est pas pour moi. Et Tu vois. paf, Caroline Mignot. Ouais. Et en même temps, toujours derrière les C'est autres, fou. puisque tu vois, je lance une agence, je fais du service. Donc, c'est marrant parce que même en étant entrepreneur, j'ai quand même ce goût de être utile aux autres. Et je trouve que les bons entrepreneurs, c'est aussi des bons altruistes, c'est-à-dire des gens qui savent C'est clair. se mettre derrière les Je suis autres, entièrement derrière d'accord. leurs Je trouve qu'on est clients, tous derrière comme ça. leurs Je pense qu'on s'efface pas totalement Ouais. de toute manière. En fait, Mm. tu as créé aussi un Exactement. business, comme tu le Mm. disais dans ta présentation, tu crées aussi un business autour de toi. Donc, c'est aussi ce que tu aimes, ce que tu fais, dans lequel tu te sens bien aussi. Mais je pense que là-dessus, on a tous ce trait de caractère, je crois. Hein. On est quand même on est aidantes. On est des aidantes. Ouais. Parce que je vois la différence. Moi, je traîne avec beaucoup de créateurs de contenu de différents milieux, différents secteurs. J'ai, par exemple, les TikTokers avec des succès fulgurants. Ça devient Jay-Z et Beyoncé, tu vois. Genre, me parle pas. T'as vu, j'ai 4 millions d'abonnés sur TikTok. Là. Ok, d'accord, pas de souci. Ensuite, j'ai des... Ça a l'air horrible. C'est horrible. Je vous raconterai des anecdotes privées. Caro, elle est pas comme ça. Hein. Suivez-la sur TikTok. Elle a Ouais, des non, millions, mais elle est voilà, pas comme parce ça. que les TikTok business, tu vois. T'aurais Mais pu moi, j'ai être dans connu ce des groupe gens aussi, qui quand même. sont... Pour moi, t'as des millions. J'ai connu des gens qui sont connus, mais je leur demande, mais t'es connu pourquoi? Et tu sais pas. Et du coup, mais connus. Juste connus, voilà. Comme Connue Taya, par exemple. d'exister. Taya, elle est connue Ça, sur c'est normal. TikTok, c'est une star, mais du coup, elle snob tout le monde. Là, elle ne prend pas aucune conversation, ça ne l'intéresse pas, ça ne parle pas de croquettes. Voilà. Non, mais vraiment, c'est fou. Alors que j'ai retrouvé en vous, alors que vous pourriez clairement racheter les TikTokers, tu vois. Non, mais je parle vraiment en audace, en aisance, en culture, et vous la pétez pas, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Tu sais, la culture, moins t'en as, plus tu l'étales. Mais Enfin, peut-être que tes TikTokers, ils ont pas pris autant de bâches que nous aussi. Ouais, Parce que c'est quand ça. tu te prends beaucoup de bâches, ça te Ouais. rend humble. Peut-être qu'ils quand sont même. plus jeunes non, aussi. non, ils nous, prennent des bâches, mais eux, ils aiment. Parce qu'en fait, comme ils sont payés à la vue, Ah oui. TikTok. C'est pas du tout la même chose. C'est Parce qu'en vraiment fait, nous, une c'est un moyen, dimension eux, qui c'est une est fin. lunaire. Hein, Ouais. vraiment, je Et tu vois, c'est là où ça est différent que nous, en fait, TikTok, les réseaux, etc. Et arrêtez-moi si je me trompe, les filles, mais je pense que pour nous, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Exactement. En Eux, fait, c'est une fin. Moi, je c'est ça. rêve pas d'avoir des millions sur TikTok. C'est Classement clair. Favico. C'est clair. En Nous, fait, c'est notre outil. mais quoi. en fait, l'idée, c'est en fait, moi, je l'ai fait et je le fais encore. J'en reparlais avec un pote la dernière fois. Et je lui disais, mais moi, demain, tu me donnes une boîte qui tourne à des milliards par an, etc. En disant, la condition, c'est que tu t'enlèves des réseaux, tu redeviens secrète. Mais Aucun souci. grave. Bye. Donnez le micro. Et ben, Ciao. complètement. Ah Ouais, ouais. mais parce que j'aime partager pour le coup. Alors, moi, mais voilà, en fait, moi, j'avais un blog aussi avant. Mais je suis un petit peu entre les deux, effectivement, parce que, en fait, mais c'est écrit. En fait, c'est pour la visualisation plutôt en vidéo. Mais en écrit, par contre, j'aime bien. J'aime Ouais. beaucoup Chacun écrire son sur ma média, newsletter. En fait, je suis comme Nina là-dessus. Moi, j'avoue, je j'aime continuerai à péter avec mon aisselle. Bah, ça, C'est je mon comprends. talent caché. Mais C'est c'est ta ma zone de génie. Je vais pas le faire là parce que c'est une jolie chemise qu'on m'a prêtée, donc je le ferai en privé. Non, mais sur TikTok, il y a un truc intéressant dans le média et on s'en était parlé avec Nina. J'avais rencontré un mec qui avait une agence d'influence et il m'avait dit c'est hyper étonnant parce que quand tu as 1 million de vues, 1 million d'abonnés sur YouTube, tout le monde te reconnaît dans la rue. Ouais. Et il me disait les TikTokers, Ouais. t'as beau avoir 10 millions d'abonnés, tout le monde dira Ouais. c'est le mec de TikTok le là. mec, là, mais ouais. Et en fait, ils ont pas de brand. Et du coup, c'est bien les succès. Moi, on me fulgurants. reconnaît 165 000 abonnés, on la reconnaît tout le temps, même en Suisse, même en Belgique. Hein. Elle a plus de ça branding, y est, elle. Croquette. Ah, c'est moi, on parle de moi. Et oui, c'est toi la star. Non, elle, on la reconnaît tout le temps. Même une fois, je me suis fait arrêter en Suisse. J'étais dans une clinique esthétique pour aller chercher un document d'un pote à moi qui était en train de fermer sa clinique dentaire. Et il me dit, s'il te plaît, Alice, va me chercher le document. Et la secrétaire me dit, vous êtes la maman de Taya. Oh non. Mais J'avais incroyable. pas Taya sur moi. Hein. Et là, je dis, waouh, TikTok quand même, c'est quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Après, moi, je suis pas, enfin, je sais pas si ça dépend du média ou si ça dépend de la personne. Parce que tu vois, Ouais. des gens en entreprise. Oui, je suis d'accord. Oui. Qui sont pas médiatisés, mais qui, en fait, du coup, ont le poste de Explosent, manager, et en Bien fait, ils sûr. te donnent plus l'heure. Ouais, c'est Et vrai. toi, t'es là, genre, oh, pense que c'est waouh, une mais on question était de personne, potes, tu ouais. vois. Et donc, voilà, moi, je relierais pas ça aux médias, mais je le relierais plutôt à, Au storytelling, à l'histoire, où on est. effectivement, à combien de bâches tu prends, comment tu prends les bâches, et tout simplement aussi à ta manière d'être en tant que personne, tu vois. Je veux dire, il y a des gens qui, quand ils ont des potes, X, Y, et ben, ils donnent plus l'heure. Bon, bah, ils donnent plus c'est l'heure, vrai. c'est bon, ciao, C'est tu vrai, sors de ouais, ma ouais. life, et puis voilà, et indépendamment des réseaux, enfin, ouais, vraiment. Et puis après, je trouve qu'il y a la notoriété, et puis il y a aussi,
à quel point on a de la responsabilité, on se sent responsable. Moi, je me sens méga responsable j'ai l'équipe derrière, tu vois, il y a genre 15 personnes, etc. Mais même quand t'as pas d'équipe, en fait, tu peux être responsable de tu te sens responsable de plein de trucs, tu vois. Et moi, je me dis, mais en fait, là, je peux pas faire... Enfin, je suis obligée de dormir 8 heures parfois. Je m'occupe autant de mon sommeil et de ma vie, de mon bien-être, parce que je sais que si moi je suis pilote de l'avion, si je fais 10 degrés d'écart, laisse tomber. En fait, il y a des gens dans le bateau là. Je peux pas faire n'importe quoi. Oui, c'est de la conscience. Voilà. Bon, je sais que moi ça me fait. Ce qui me fait redescendre sur terre, ce qui me fait pas quitter terre, c'est de savoir qu'il y a l'équipe et que voilà, effectivement, et qu'un business ça peut se cracher du jour au lendemain. Et moi, j'ai une mère qui a déposé 2 fois le bilan sur 3 boîtes, et que j'ai vu les équipes pleurer à la maison quand les boîtes elles étaient en train de pleurer, les équipes en train de pleurer. J'ai vu mon père, il est entrepreneur. Pareil, en ce moment, c'est super dur pour lui parce qu'il y a eu le Covid, donc il travaille dans le textile. Du jour au lendemain, il a plus de commandes, etc. Et franchement, avoir vu ces boîtes se casser la gueule, ça me fait me dire que je peux pas ni m'affranchir de l'aide que je pourrais avoir de mes copines entrepreneuses, parce que je me dis, mais en fait, elles vivent la même chose que moi, elles sont dans le bateau avec moi, venez, on va tous ensemble dans le soleil, premièrement, ni m'affranchir de ça, et ni même regarder les autres qui font moins de CA, qui font des trucs machin, qui ont moins d'abonnés de haut, parce que ça se trouve, demain, c'est moi, en fait, cette personne, tu vois. Et à chaque matin, je me lève et je me dis, putain, ça se trouve, c'est moi, tu vois, et je vis avec cette peur au ventre, en fait. Donc, franchement, je peux pas partir dans les semaines, je suis sûre, je suis méga anxieuse. Je suis méga anxieuse. Parce que moi aussi, je l'ai. Est-ce que l'anxiété, ce serait pas justement un succès de la... facteur de succès. Un facteur de succès. Surtout un facteur d'humilité, finalement, parce qu'effectivement, moi, je suis quelqu'un de très anxieux aussi, et je me dis, effectivement, en fait, il faut jamais s'arrêter, même quand t'as l'air d'être à ton prime, parce qu'en fait, effectivement, c'est jamais le prime. S'arrêter. Et c'est jamais le prime, en fait. De toute façon, c'est toujours là qu'on se tape un coup dur, en réalité. Ouais, c'est clair. Moi, dès que je passe un palier de succès, derrière... c'est toujours comme ça. Les filles, je veux pas qu'on s'arrête parce qu'on se régale. Là, on a largement dépassé le temps déjà de l'émission. Est-ce qu'on ferait pas un tour de vos petits objets fétiches? Bien sûr. Oui. Allons-y. Waouh, c'est de la tech. Ouais, c'est super technologique. C'est un gadget méga technologique qu'on voit rarement. C'est digital. C'est pas tactile. Exactement. Tactile, c'est mon carnet de notes. Alors, vous avez compris, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui est central dans ma vie. À la fois parce que, effectivement, ça permet en termes de business, de carrière, d'attirer les opportunités quand on sait les exprimer, voilà, premièrement. Mais pas seulement. En fait, l'écriture, c'est aussi une manière de faire de l'introspection. Clairement. Et donc, depuis 6 mois, tous les matins, je me réveille, je regarde Caroline parce que je sais que c'est avec elle que j'ai instauré cette habitude. Et que du coup, j'ai pris le même objet. Elle a pris le même objet. Sans se concerter, évidemment. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est issu d'un livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérez votre créativité. Et en gros, elle incite à écrire 3 pages manuscrites tous les matins dans un carnet. Et elle appelle ça les pages du matin. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Ouais, il n'y a pas de bonne manière. C'est pour ça que tu as pris un petit carnet. Oui. Alors là, j'ai pris un petit, c'est mon carnet c'est mon carnet de poche, celui-là. Mais en gros, il y a cette idée vraiment alors ça peut servir à plein de choses, déposer ses émotions, à brainstormer avec toi-même, à raconter des histoires. Bref, en fait, c'est un espace de créativité où en fait tu t'autorises tout. En fait, et t'as pas de barrière parce que tu sais que c'est un espace où tu peux écrire ce que tu veux et finalement tu t'autorises. Il n'y a pas de haters. S'autoriser dans ça, c'est aussi s'autoriser plus dans la vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de business, moi, toutes mes idées, je les note. Je suis vraiment toutes les bonnes créatrices de contenu, je pense, sont des noteuses compulsives et donc ça permet de noter. Et la dernière chose aussi, c'est que je trouve que au travers d'un carnet, au travers de l'écriture, c'est aussi accéder à la créativité. Et l'écriture permet aussi de se transporter dans les fictions. Et on sait à quel point les fictions, c'est important dans la vie, c'est catharsique, ça permet de créer d'autres univers, d'autres alternatives, et ça, c'est hyper cool. Donc, de manière générale, je me balade rarement sans mon carnet. Alors là, j'ai donné une petite version de mon carnet, mais j'ai un carnet qui sert aux pages du matin. Donc, 3 pages manuscrites tous les matins. J'ai un carnet qui me sert de bullet journal, qui me sert de mes objectifs mensuels et trimestriels. Et j'ai un carnet qui me sert à noter toutes mes notes de réunion. Voilà, j'ai plein de carnets, passion carnet, globalement. Est-ce que tu notes les conneries de ton mec ou pas dans un autre carnet qui s'appelle Très bonne vanne. Ça serait bien, ça. Non, mais... Bullet point 1, ouais, 10h10. C'est clair. Non, je note pas les conneries. Mais par contre, quand mon enfant était petit, je notais, tu sais, il faut que tu notes les heures des biberons. Est-ce qu'il
a fait caca et tout. Enfin, tu sais, genre, Ça aide à le régler. En fait, ça te permet de faire la passation quand tu passes à la nourrice. Et toi, pas à te rappeler quand est-ce que tu as nourri ton enfant pour la dernière fois, parce que quand tu dors pas de la nuit, bien tu sûr. peux oublier. C'est pas Ça, voilà, sûr. bref. Donc, j'adore écrire et surtout le faire manuellement. Ça permet aussi de pas, tu sais, les écrans conditionnent notre manière d'écrire dans le sens où c'est toujours de la même police. Ouais. T'es dans un carré, donc ça vraiment, ça conditionne ton écriture, ça Ouais, ferme. c'est pas la même créativité. Alors que quand tu es sur un carnet, t'actives beaucoup plus de neurones dans ton cerveau C'est quand clair. tu écris avec ta main que quand tu écris sur un ordinateur. Donc ça libère la créativité, en plus t'actives mieux tes neurones. Bref, je ne saurais que trop recommander. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez tech, hein, mais bon, pour le coup, voilà, papier, stylo, c'est ce que j'aime. Et donc, Caro aussi, Et donc, t'as voilà, la même On a commencé ensemble ce délire-là. passion. Oui. Ouais. Et donc, passion carnet, moi aussi, 3 pages tous les matins, mon bullet journal tous les jours, plus mon carnet de boulot. Déconnecter, surtout, pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment une safe zone, du coup, de faire ça. Et ça permet de rien avoir sur le cœur, de traiter tes angoisses, c'est vrai, moi, j'écris des histoires aussi dans mes carnets. Ça me permet d'explorer des tonnes de choses. Maintenant. Non, mais surtout, il y a un autre truc, c'est que depuis que j'écris beaucoup dans mes carnets, je fais des posts, si jamais je dois poster sur les réseaux, qui sont beaucoup plus cohérents. Parce qu'avant, j'avais besoin de déverser ce que je ressentais. Ah oui, c'est vrai. Et donc, du coup, Ok, là, tu j'utilisais structures un peu. Internet comme un défouloir des fois de trucs. Maintenant, en fait, ce que je ressens, c'est écrit quelque part, c'est géré. J'ai plein de zones de créativité qui sont pas proposées au public, qui fait que je propose au public que 20% de ce que je crée. Ok. Et du coup, je garde que ce qui a rapport vraiment avec mon business et qui est pertinent pour moi. Donc ça m'a aussi amélioré dans mon image, je dirais, publique, quoi. Ouais, c'est hyper thérapeutique, hein, l'écriture. C'est la thérapie par l'écriture. C'est un délire. Hein. Ouais. Vraiment, j'encourage. Et pour le coup, c'est pas quelque chose de très coûteux. Il suffit d'un papier et d'un stylo. Et franchement, nous, pour avoir fait le chemin avec Caroline, je me permets de dire, mais ça nous a libéré des trucs dans notre vie. Les changements qu'on a mis en place dans nos vies. Ah ouais, quand on a franchement. pensé ça, mais c'est un délire. Hein. Arrêtez de payer des cures thermales, achetez un carnet. Quoi. Franchement, ouais, c'est un peu ton psy. En plus de ton psy. En plus de ton psy, exactement. Et de ton coach, ouais, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on a quand même beaucoup de psy et de coach qui nous entourent pour en être là. Vous n'avez pas ramené un objet fétiche? Non, franchement, si j'avais pu, je l'aurais fait, ouais, je pense. On aurait pu ramener Anne, notre naturopathe. Ah oui. Vous faites tout à 3, à 4? À 3? Bah ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup, les deux Caro et moi. C'est les triplettes de Belleville. Ouais, c'est un vrai qu'on En plus, vous habitez pas loin, je crois, de Belleville. Ouais, en fait, on n'habite pas loin. On s'est rendu compte avec Juliette qu'on habitait pas loin. Non plus. Il y a 5 minutes, on s'est rendu compte de ça. Il doit se passer un Moi, truc. j'aime bien sur les carnets la petite habitude des gratitudes aussi. Ah Moi, oui. je fais que Ouais. celui-là. Ah oui. Mais ça m'inspire ce que vous dites. Mais moi, j'aime beaucoup le soir mettre les gratitudes pour m'endormir journée. sur du positif. Ouais. Parce que souvent, quand on est entrepreneur et que on bosse énormément, en fait, moi, le problème que j'ai le soir, c'est que je m'endors en n'ayant pas fini des choses. Et j'ai mon syndrome de la bonne élève. L'inverse de la syndicaliste qui dit genre, oh là là, j'ai pas rendu ça. Et du coup, le fait d'avoir un carnet de gratitude où je mets un peu mes kiffs de la journée, les trucs que j'ai réussi à faire, ça me met dans un bon mindset. Et donc, t'es plus apte pour le lendemain à reprendre tes encours. C'est quoi ton objet? Moi, mon objet, c'est ma bague. C'est mes bagues, on va dire. Déjà, j'ai des bagues de famille. Et les filles savent, je suis hyper famille. Donc, très, très proche de mes parents. Très, très proche de ceux qui sont partis aussi autour de moi. Donc, déjà, mes bagues de famille sont hyper importantes pour moi et hyper fétiches. Et j'ai une dernière bague qu'on partage avec les filles. Non, mais vraiment, on croit que c'est le pouvoir des trois. Là, vraiment, ça fait vraiment, on dirait qu'on... Ça va, les Total Spice. C'est un peu chelou, Du coup, les filles, il faut absolument que vous vous l'ayez. Faut nous rejoindre dans la secte. C'est clair. C'est comme la team 17h10, c'est pareil. En fait, après, tu peux plus t'en passer. Et l'idée de cette bague, c'est qu'elle te permet de justement mieux traquer ton lifestyle, ton mode de vie, et d'être plus scrupuleux sur ce que tu investis sur toi, tes heures de sommeil, ton sport, plein de trucs qu'on néglige un peu. Et surtout, en fait, donc ça mesure en gros combien tu dors, combien tu bouges et grosso modo comment tu vas, quoi. Et le plus intéressant, c'est que tu peux créer un cercle. Ça, c'est insupportable. Un cercle, et donc tu peux voir. Et donc moi, je vois très bien. On voit qui ne dort pas. On voit qui ne dort pas et souvent on a des petites idées de pourquoi. Dis donc, moi, je ne creuserai pas là-dessus. Mais non, mais nous, quand on a accepté, on savait pas. Je dors jamais.
Franchement, la première fois, on Bah, savait il faut pas. que, franchement, il faut que vous veniez. Faut que je dans mette mes nos- Bah, vêtements, avec pas à vous. Comme ça, vous saurez comment bien on dort dans Je son garde ma hôtel. data, ok? Merci. Là, je Il peux y a te un dire, RGPD sur ma je peux te taille. dire à quelle heure Caro a dormi hier soir, tu vois, Non, par faut exemple. pas exagérer. Non. Ah, est-ce que ça précise ce qui se passe pendant le sommeil? Non, ou- non, ça passe. Non. Il y a le score d'activité après. Et toi, on Juliette, dira pas ton plus. petit objet fétiche? Alors moi, c'est ma coque de téléphone. Parce que j'ai toujours une coque de téléphone un peu girly, un J'avoue, peu... elle est trop belle. Et j'aime trop ces trucs. En fait, Bah, tu elle vois, est assortie Voilà. à Ouais. ABC En fait, Talk il y a pas longtemps, il y a une nana qui m'a écrit sur LinkedIn ou suite à ma news et qui me disait Juliette, merci de montrer qu'on peut faire du business et être chef d'entreprise en étant soi-même. Et j'ai pas trop compris parce que j'étais en mode en fait ouais, c'est normal en fait. Mais du coup après je me suis rendu compte que j'ai toujours une coque de téléphone un peu originale, girly. La dernière fois j'en avais une avec plein de petits cœurs, j'en avais une aussi avec des Pokémon, etc. Et je me suis vue chez un gros client, on est sur on est sur des centaines de millions de chiffres d'affaires annuels, des groupes cotés en bourse, etc. Et je me suis genre posé mon téléphone sur la table, nonchalamment à faire. mais en même temps, tu vois, parfois j'en ai un peu honte quand j'arrive chez des très gros clients comme ça, où c'est des milieux très masculins aussi parfois. Mais en même temps, je me dis putain, ça fait moi en fait ça. Et ça fait partie de moi. Et ça, je veux pas les retirer pour autant, et surtout pas en rendez-vous client parce que ça fait qui je suis et ça fait aussi mon côté un peu marrant et aussi un peu balèque clairement parce que moi je fais aussi T'as un super costume hyper chic, Ouais. t'as ta coque, boum, Barbie. Exactement. C'est ça que j'aime bien en fait faire, c'est montrer un peu le côté un peu dichotomie là-dessus. Puis moi je suis comme Caro, j'ai un côté assez masculin aussi. J'ai grandi avec un grand frère, j'ai toujours été pas garçon manqué parce que j'ai toujours et puis j'aime pas cette expression-là, mais pour le coup, j'ai toujours aimé, tu vois, les jeux vidéo. Je suis très jeux vidéo. J'ai toujours été assez sportive, etc. Il y a les films d'action. J'ai jamais été trop film comédie romantique, etc. J'ai toujours été très dans les thrillers. Et ça me ramène aussi un côté un peu plus féminin, tu vois. Ouais. Et puis attends, Barbie, moi j'en parle beaucoup dans mes conférences. Barbie, Elle fait tellement de métiers. Mais Barbie, moi, elle est bercé mon enfance, Barbie, multipotentielle. en plus. Elle est pilote d'avion. Oui. Attends, c'est une figure Elle est féministe. médecin, etc. Parce que tu sais, on en parlait dans une autre émission précédemment. On avait un projet de festival féminin qui va ouvrir en juillet à Montpellier. Et la mairie a dit, ah non, mais il y a trop de roses, je n'accepte pas, c'est pas féministe. Mais si les femmes libres décident d'aimer le rose juste pour la couleur, pas par sa représentation que le patriarcat a donné, parce qu'on a dit, les petits garçons, ils seront bleus et les filles, elles seront roses. Mais si on aime le rose, parce que ça représente aussi la tech, il y a beaucoup de Twitchers qui ont du rose derrière. Moi, Barbie, ça a bercé mon enfance. J'ai tellement joué au Barbie. Barbie, elle peut tout faire. Mais bien sûr. Voilà, je suis désolée. J'adore cette fin d'émission. Super fin. Barbie, elle peut tout faire. Et je vous remercie les filles de nous avoir partagé votre ambition, votre pureté, votre sororité, vos bagues, vos tips et surtout vos parcours. J'espère que vous allez apprécier aussi leur poser des questions. Elles iront peut-être y répondre si les questions sont pertinentes et si c'est pas des TG. Hein. Les commentaires comme ça, on Tous répondra les gens pas. du lycée de Caro. Rappelle pas ça. Qui travaille dans la banque. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce temps précieux. Je sais que votre temps est précieux. Au plaisir de vous retrouver. Et puis, à très vite dans un prochain épisode de ABC Talk Women, le talk qui met en avant des nanas un peu basiques, hein, n'est-ce pas? Basiques, pas du tout intéressantes et qu'on adore. Ciao, ciao.